Le Parti socialiste traverse une crise sans précédent. Jusqu'ici, l'ex-président Abdou Diouf n'a pipé mot sur ce malaise chez les Verts. Un silence difficile à défendre selon certains observateurs. Diouf peut-il réconcilier le PS? Réponse dans ce reportage de Abdou Khoudos Diallo. Au Parti socialiste, la cohabitation entre Danor et Khalifiste semble devenir impossible. Tout cela sous le silence assourdissant de l'ancien chef d'État Abdou Diouf, selon son ancien conseiller. Il a peur de quoi? De son nom? Quand on est en train d'exclure les gens, ça ne va pas. Abdou Diouf n'a jamais rien conquis. Il a tout acquis. Parti socialiste. Il vient ici, il trouve que le parti est en train de s'effriter, d'aller à droite, à gauche. Il ne dit pas un mot, il s'en va. Seulement Abdou Diouf avait décidé de ne plus regarder dans le rétroviseur au lendemain de l'alternance de 2000. L'analyste politique rappelle. Ça veut dire qu'il s'est retiré de la scène politique et aussi du Parti socialiste. Il n'occupe aucune fonction. Il n'est même pas président d'honneur. Quels sont les liens entre Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng? On ne peut pas dire qu'ils sont aujourd'hui étroits. Aujourd'hui, la situation est tellement pourrie, entre guillemets, qu'il est difficile, presque impossible d'arranger les choses. Donc, c'est la scission, vous l'avez dit, c'est la guerre. Et nous avons deux socialistes, deux PS aujourd'hui, deux partis socialistes. Et c'est clair, on ne peut pas arranger ce dossier-là par une médiation d'une quelconque personnalité fut-elle Abdou Diouf. Certainement une perte du pouvoir que l'ex-président du Parti socialiste n'a toujours pas pu digérer. Je pense que le président Abdou Diouf garde un silence coupable. Lorsque le pays vous a fait confiance, vous avez été président pendant 20 ans, et lorsque une fois hors du pouvoir, vous constatez que ça ne va pas, dans le parti comme dans le Sénégal, vous devez avoir la reconnaissance d'intervenir, non pas pour vous immiscer dans le parti ou dans la vie nationale, mais pour continuer votre expérience, donner des conseils à des gens qui sont des socialistes comme vous. En ne disant rien, on a l'impression qu'il est rancunier. Vous ne voulez plus de moi, vous m'avez enlevé du pouvoir, eh bien je vous laisse votre pays, vous ne faites rien. D'ailleurs, il n'est même pas là. Je dis ça, c'est une honte qu'un parti comme le Parti socialiste, comment des gens comme ça se rabaissent pour suivre derrière un Macky Sall qui est né derrière. Dans tous les cas, l'ancien sage du Parti socialiste appelle les socialistes au dépassement. Abdou Diouf doit convoquer quelque chose. Il est le seul à avoir la légitimité du Parti socialiste. C'est pas Tanor. Présentement, je suis en train de voir Barthélémy Dias pour lui dire il ne faut pas dire qu'on va enlever Tanor, on va mettre Massamba. Non, il faut réconcilier. Tanor n'arrive pas à le faire. Lui, il est jeune. Il ne faut pas qu'il sacrifie le Parti socialiste. Et que Abdou Diouf, enfin, et je voudrais qu'il m'entende, qu'il se dise qu'il doit tout au Parti socialiste et qu'il n'a pas le droit d'aller se cacher en France et dire moi, la politique, je ne m'en mêle pas. Lui et des jeunes gens vers le foyer de Ouakam pour les recrutements de l'armée. Si certains justifient cette détermination de la jeunesse par le taux de chômage élevé, d'autres y voient une porte de réussite, surtout pour les diplômés. Un reportage de Issatine. Le foyer des jeunes et de la culture de Ouakam grouille de monde. La majeure partie des étudiants et lycéens prêts à rejoindre l'armée sénégalaise, des recrutements conçus comme une perte d'espoir de la jeunesse. C'est une perte d'espoir, bien entendu, parce que les jeunes n'espèrent plus, vu qu'il y a un déficit d'emploi ici au Sénégal. Les jeunes n'espèrent plus maintenant, puisque ici, on peut dire l'armée, c'est la grande porte pour pouvoir accéder à un emploi. L'armée est devenue la seule porte qui s'ouvre devant eux, avec ses nombreux débauchés. L'armée ouvre toutes les portes de la réussite. Plus souvent, ils ont besoin des jeunes bacheliers et on peut passer par là pour faire la gendarmerie, la police, la douane, entre autres. En tout cas, il y a beaucoup de débouchés dans l'armée. Beaucoup de diplômés chômeurs au Sénégal, c'est pourquoi certains préfèrent même abréger leurs études pour devenir soldats. Surtout les gens qui étudient, ils n'espèrent même pas avoir des grands diplômes dans la mesure où ça ne sert à rien. Tu peux avoir des doctorats comme ça, donc on ne va même pas t'embaucher. Tous des jeunes très engagés à réussir leur vie, mais
Sans aucun espoir, l'armée est devenue la seule maison ouverte pour le grand nombre de chômeurs au Sénégal. Le diplôme, la compétence, l'aptitude ne suffisent plus pour trouver sa place dans les entreprises publiques sénégalaises. Le recrutement est plutôt basé sur la satisfaction de la clientèle politique, une situation que déplore l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Mais pour Abdourahmane Sow du mouvement COSEM 23, la solution réside dans la diminution des prérogatives du chef de l'État. Suivons ce reportage de Rokhando. Le recrutement basé sur la satisfaction du clientélisme politique constitue un phénomène de plus en plus récurrent dans les entreprises publiques du Sénégal. Une situation qui encourage la médiocrité et expose beaucoup de jeunes au chômage. Alassane Sène, président de retraités de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, parle d'un recrutement de complaisance. Tout au début des indépendances, il y avait des grandes écoles qui formaient des cadres, sinon des gens qui étaient déjà prêts pour l'emploi. Mais depuis un certain temps, depuis après les indépendances, on a vu que c'est juste les mairies, les directeurs, à chaque fois que quelqu'un est nommé, alors donc il ne fait que caser ses parents. Mais depuis un certain temps, on a vu que c'est le recrutement de clientélisme politique. Chaque régime qui passe, alors remercie les gens qui occupaient certains postes, alors on recrute d'autres qui ne sont pas aptes du tout à occuper ces postes. Il estime par ailleurs que les personnes en âge de retraite doivent donner aux jeunes leur chance de travailler, mais à condition que ces derniers aient les compétences requises pour assurer la relève. Vraiment un retraité, on doit le remercier, le décorer et puis faire confiance aux jeunes. Là aussi, il y a un problème. Est-ce que les jeunes, ils ont l'aptitude nécessaire pour occuper certains postes? Il faut que l'État facilite, les entreprises facilitent les stages. À partir des stages, la personne se forme petit à petit. Une fois qu'il occupe un poste, il est déjà apte totalement pour au moins donner satisfaction à ce poste qu'il occupe. Abdourahmane Sow du mouvement M23, quant à lui, soutient que la diminution des prérogatives du président de la République serait la première solution pour mettre fin à ce recrutement déloyal qui, selon lui, ne favorise pas l'émergence du Sénégal. Diminuer les prérogatives du président de la République, favoriser effectivement en tout cas une compétition égalitaire pour pouvoir combattre la discrimination et le favoritisme dans le cadre de recrutement. Je pense que ce serait très difficile dans cette situation qui établit effectivement une politique politicienne dans le cadre du recrutement des agents de la fonction publique. Ça devait être dans une dynamique ouverte, n'est-ce pas, égalitaire, sans discrimination pour vraiment offrir les mêmes chances à tous les Sénégalais. En tout état de cause, ce mode de recrutement ne participe guère à encourager les jeunes diplômés à la recherche d'un travail décent, indiquent certains Sénégalais qui invitent l'État à revoir sa copie. Une nouvelle information qui vient de nous parvenir, un mandat d'arrêt décerné contre Luc Nicolaï, le promoteur de lutte condamné à 5 ans de prison, dont 4 enfermes dans l'affaire du Lamentin Beach, n'a purgé que 18 mois. Luc Nicolaï, qui bénéficiait d'une liberté provisoire, n'a pas pris part à l'audience en appel à la Cour d'appel de Saint-Louis qui a confirmé le verdict. Plus rien ne va à l'Institut islamique de Dakar, en grève depuis le 9 octobre. Les élèves ont rencontré la presse ce lundi pour interpeller les autorités. Ils demandent au ministre de l'Éducation d'apporter une solution aux différends qui les opposent à la direction de l'établissement. Suivons ce compte rendu de Mamoudi Abigassama. Les élèves de l'Institut islamique de Dakar tardent à démarrer les cours. Pour cause, ils refusent de signer les accords des nouvelles instructions de la structure et évoquent les problèmes. Nous avons organisé cet rassemblement pour vous alerter de la situation actuelle que vivent les élèves de l'Institut islamique de Dakar. La direction a pris des décisions qui vont mettre en difficulté les conditions sociales des élèves au sein de l'Institut. Ces décisions sont les suivantes. La fermeture de l'Institut pendant le week-end pour la simple et bonne raison que l'Institut Maria Maba est fermé pendant le week-end et ne nous arrange pas, alors que nous n'avons pas des bourses ou des allocations mensuelles que disposent les élèves des instituts d'excellence au Sénégal. Voilà une injustice notoire et une marginalisation des autorités à notre endroit. L'autre raison évoquée pour cette fermeture est qu'il avance
que l'institut n'est pas sécurisé pendant le week-end. Ils veulent nous faire signer un protocole avec la présence de nos parents alors qu'ils continuent à ne pas respecter les mesures d'accompagnement vis-à-vis. Ils prévoient aussi d'exclure des élèves pour des absences illégales et nous n'allons pas accepter cela. Tous les élèves ici souffrent le plus souvent de maux de ventre. Et ça, c'est dû aux mauvaises qualités des repas. Nous alertons la direction si elle ne recule pas sur ces directives qui ne prennent en considération aucunement l'intérêt des élèves. Nous ne sommes pas prêts à inscrire cette année. La majeure partie de nos professeurs ne sont pas compétents. Et même s'ils sont compétents, ils ne respectent pas les cours, ils ne viennent pas régulièrement et ils corrigent comme ils leur veulent. Sur ce, ils lancent un appel à leur ministre de tutelle. On interpelle M. Serigne Mbaye Thiam à cette situation en lui faisant savoir que l'Institut islamique est un institut d'excellence comme l'Institut britannique militaire et celui de Mariama Ba. Nous lui informons aussi que l'excellence sur les résultats du baccalauréat a tendance à baisser du fait des mauvaises conditions sociales que vivent les élèves. On interpelle le président de la République, si c'est lui qui nomme les directeurs généraux, qu'il nous trouve des solutions rapides pour la gestion de l'école. Après la rencontre à la place Doudou Ndiaye Rose, les journalistes se sont rendus à l'Institut islamique de Dakar pour avoir la version de l'administration. Mais personne ne s'est prononcé sur le sujet. Les élèves de leur côté comptent poursuivre leur combat si leurs revendications ne connaissent pas satisfaction. Opération de déguerpissement en prélude au Grand Magal de Touba, Serigne Abdou Karim Mbacké bénit les autorités municipales qui ont entamé le désengorgement des artères de la cité religieuse sur ordre du khalife général des Mourides. Faisons le point avec Mamadou Makhtar Sarr. La commune de Touba reçoit un soutien de taille dans ces opérations de déguerpissement. Serigne Abdou Karim Mbacké a personnellement béni cette initiative. On est venu jusqu'ici pour vous féliciter parce que ce sont les recommandations du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. D'ailleurs, je vous exhorte de venir à Ndindi et vous pouvez commencer chez moi. J'appelle tous les fidèles Mourides à accepter la décision du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Juste après le Magal, vous pouvez déguerpir tous les occupants de la voie publique à Ndindi. moo tax loolu ñaan naa leen ko xam naa màggal gi sax moo ma jaaxle mu màggal dama leen di wax ne bu suba wala gannaaw suba ngeen ñëw tàmbali. Le fils de Cheikh Mouhamadou Fadal a en outre souligné la nécessité de mettre la cité religieuse de Touba au rang des grandes villes du monde. li ñuy séentu nga xam ne. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Tout le monde sait que nous avons un seul objectif, mettre Touba au rang des grandes villes du monde. Du côté de l'équipe municipale, ce soutien est perçu comme du pain béni, ce qui va les réconforter dans leur opération de désengorgement de la cité religieuse de Touba. Nous, les autorités municipales, nous saluons votre démarche. On s'en réjouit. C'est pourquoi nous sollicitons vos prières pour qu'on puisse réussir notre mission. Aujourd'hui, avec votre soutien, on est beaucoup plus motivés et nous allons finir ce que nous avons entamé sur ordre bien sûr du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Au nom de toute l'équipe municipale et au nom de Serigne Sidi Mbacké, nous vous remercions infiniment. Nous allons appliquer à la lettre le ndigal du khalife. amuñu bëgg amuñu bañ duñu ci tooñ duñ ci fayu ndigal daal lañu jot fuñ joti ndigalé danañ ko def ni ñu ko sëñ bi digalé. Pour rappel, depuis le 12 dernier, des opérations de déguerpissement ont été initiées dans la cité religieuse de Touba sur ordre du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké en prélude au Grand Magal de Touba. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. En attendant une grève prévue le 15 novembre prochain, les chauffeurs de gros porteurs et ceux de transport en commun de Thiès sont descendus dans la rue. Ils dénoncent l'âge minimum de 30 ans fixé par l'État du Sénégal pour tout prétendant au permis pour poids lourds. Suivons les propos de ces transporteurs recueillis par Maymouna Seck. Une chauffeur ñu ñoo doon dem ci yoonu Kidira wi dem ba yoon yi mënatuñ cee jaar bon li ñuy sonal ci yoonu Kidira wi tam dafa bari. mu nekk ay 9 points yoo xam ne dañu koo bind mu woo ñu bureau mu carrément da ngeen ñëw ngeen souligner seen i points
bi ñu souligné point yi ba pare ñu jël ko jox ko jébbal ko mu dem jox ko ministre des transports déposé benn préavis ci kaw loolu nag. Pour nous les chauffeurs, la route de Kidira n'est plus praticable. Nous avons rédigé un préavis adressé au ministre des Transports. Si aucune suite n'est réservée à ce préavis, nous allons partir en grève. Il n'y aura ni casse ni dégâts, mais nous avons le droit de suspendre nos activités jusqu'à ce que l'État nous entende et nous accorde sa considération. Comme tous les Sénégalais, nous n'avons pas senti l'émergence, et cela depuis quand, en tant que Premier ministre, il avait lancé le slogan « Tolérance zéro ». Nous avons comme l'impression que le président Sall ne porte pas les chauffeurs dans son cœur, et nous ne savons pas pourquoi. Même les chanteurs et les danseurs sont mieux lotis que nous. Puis, les chauffeurs ne connaissent même pas le nom de leur ministre de tutelle. Le pouvoir étatique nous prend pour des esclaves, nous emprisonne et nous vole. Une situation que nous, transporteurs, nous dénonçons. Tout comme nous dénonçons les activités de Sénégal Demdik à Touba, Tiawan et Mbour. Nous sommes prêts à tout pour mettre un terme à ce fléau. Quitte à abandonner la gare routière pour aller nous installer à la place de France et faire comme Sénégal Demdik. 5 millions de Sénégalais vivent du transport. Par conséquent, Macky Sall ne doit pas privilégier Sénégal Demdik, qui n'embauche pas plus de 100 employés, au détriment de ces millions d'individus. La filière coton se meurt à Vélingara, d'où la grosse colère des travailleurs de la Sodefitex. Ils dénoncent l'évacuation des productions vers l'usine de Tamba, ce qui ne leur confère que 2 mois de campagne sur 12. Une correspondance de Cherdieng. Les travailleurs saisonniers de la Sodefitex de Vélingara sont inquiets de la réduction de la durée de leur campagne qui est de 2 sur 12 mois. Une activité qui ne peut les permettre de subvenir à leurs besoins familiaux. C'est pourquoi lors de leur rencontre avec le député maire de Vélingara, Lamine Koura Diallo et ses camarades demandent à la direction de la Sodefitex l'arrêt de l'évacuation du coton vers Tambacounda puisque l'usine d'égrenage du coton se trouve à Vélingara et a une capacité de production de 50 000 tonnes. Un père de famille qui a que 2 mois de salaire et dans ces 2 mois ça ne peut pas tenir une famille. Nous savons tous les bases salariales au Sénégal. Nous sommes conscients de cela et cela est dû aussi aux baisses de rendement. Donc c'est pour cela que nous sommes venus lui demander soutien qu'il puisse en parler pour l'arrêt de l'évacuation de notre coton à Tambacounda. Parce que déjà à Tamba il y a une usine céréalière du maïs. À Kédougou, il y a une usine maromaine que la Sodefitex est en train de produire. Donc pour nous, étant donné que la société d'égrenage est là, il faut égrener 50 000 tonnes, nous avions jugé nécessaire que, quelle que soit la petite production, Vélingara pouvait l'égrener. Le député maire de Vélingara, Mamadou Ouribaïl Diallo, a jugé de responsable cette attitude de ces travailleurs saisonniers de la Sodefitex qui, malgré les doléances posées, ont dit leur volonté de sensibiliser leurs parents, amis et populations pour une relance de la filière cotonnière qui est en déclin dans cette partie sud du Sénégal. Il faut dire que ces travailleurs saisonniers ont souhaité aussi qu'un Vélingarois soit nommé au poste de président du conseil d'administration de la Sodefitex. Cela serait un véritable stimulus pour amener les populations à recultiver le coton et à booster la production annuelle. D'abord, c'est eux, en tant que saisonniers, qu'ils puissent vraiment se lancer dans la culture de coton parce que le suivi dépend de ça. Rappelons que le département de Vélingara assure plus de 40% de la production annuelle de coton et mieux lutter contre la pauvreté, le manque d'emploi. La Sodefitex devrait prêter une oreille attentive aux préoccupations de ces travailleurs saisonniers. À Vélingara, Cherdieng pour la radio-télévision Walfadjri. Réélu président du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Kaolack, Pape Babacar Ndour décline ses objectifs pour le quinquennat. Il traite par ailleurs ses adversaires de mauvais perdants et les invite à rentrer dans les rangs.
Suivons les explications d'Alassane Ba. L'Assemblée générale du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Kaolack, communément appelée Garage Nioro, s'est tenue sous haute surveillance policière au CEDEPS de Kaolack. Le président sortant, Pape Babacar Ndour, qui a battu à plate couture ses adversaires, revient sur sa victoire et dit même s'il n'est pas demandeur, est ouvert aux autres pour continuer le travail. J'ai battu largement et je remercie le bon Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'être à la tête de ce regroupement pour un mandat bien déterminé de 5 ans. C'est des candidats malheureux. Je vous avais dit que Pape Ndour et l'opposition, c'est comme Chelsea Anen jouer à Paris. Ils ont perdu. Ils ne pouvaient pas faire le poids devant Pape Ndour. Donc je leur demande de baisser les bras, d'essayer de nous tendre la main, essayer de venir vers nous. Je ne suis pas demandeur. Je peux être preneur, mais à condition. Nouvellement élu pour une durée de 5 ans, Pape Ndour se fixe comme objectif premier le transfert du garage qui n'a plus la capacité d'accueillir tous les véhicules dans une gare routière moderne qu'ils doivent construire. Donc mes projets, la gare routière de Nioro d'abord, qui doit être transférée à la sortie à l'ex-marché aux poissons, le salin du Sine, qui était disposé à construire une gare routière moderne pour le compte de la mairie à ce site. Donc aujourd'hui, comme je suis réélu, je vais réactiver le projet et Inch'Allah, dans peu de temps, le projet pourra démarrer. On ira taper haut pour que vraiment des réalisations soient faites en ce qui concerne le renouvellement du parc automobile. Pour rappel, le bilan du bureau sortant a été très apprécié par l'Assemblée toute entière avec la présence de beaucoup d'autres présidents de regroupements venus partout dans le pays. C'est peut-être ce qui a pesé sur la balance et leur a permis d'avoir la confiance de 1634 votants sur 1669. Kaolack, Alassane Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Alassane Ba, merci à vous. À présent, l'actualité internationale. Au menu, Togo, l'UEMOA souhaite aider le pays à sortir de la crise politique, puis voile intégral versus crucifix au Québec, puis Syrie, plus de 100 civils tués par l'État islamique. Un récit de Mamoudia Begassama. Une délégation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est en mission au Togo. Le Conseil du communauté interparlementaire pour la paix de l'organisation s'est déplacé à Lomé et tente d'apaiser les tensions depuis quelques jours. Il a rencontré le pouvoir et l'opposition qui appellent à de nouvelles manifestations dans 2 semaines pour demander le départ du président et la rétroactivité concernant la limitation des mandats du chef de l'État. Et ce mardi, les rencontres devront se poursuivre. C'est une mission très délicate, affirme un proche de la délégation. Depuis son adoption le 18 octobre, la loi sur la neutralité religieuse, dite loi 62, sème confusion et colère au Québec. Ce mardi, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, doit donner des détails sur son application. Le gouvernement québécois met en avant le fait que cette loi ne sera pas coercitive, qu'aucune brigade anti-voile intégrale ou sanction ne seront mises en place. La communauté musulmane se sent stigmatisée et ne veut pas entendre l'argument sécuritaire avancé pour justifier l'obligation d'être à visage découvert dans les administrations publiques. Le paradoxe de la loi sur la neutralité religieuse est pointé du doigt par toute l'opposition. Dès aujourd'hui, le parti de gauche Québec solidaire compte déposer une motion à l'Assemblée nationale québécoise pour demander le retrait crucifix de l'enceinte démocratique, un héritage vu comme patrimoine culturel par les libéraux au pouvoir. En Syrie, plus de 60 civils tués par l'État islamique et une centaine d'autres disparus. Dans la province de Homs, l'État islamique a frappé 3 semaines avant que l'armée ne recapture la région. Début octobre, des djihadistes avaient réussi à s'emparer de la ville d'Al-Qaryataïna, à plusieurs centaines de kilomètres de Deir ez-Zor, l'une des dernières prises de l'armée syrienne dans la région. Selon l'état-major, au moins 83 personnes ont été tuées dans les 40
48 heures qui ont précédé l'assaut, l'organisation terroriste en perte de vitesse en Syrie a perdu depuis une semaine sa capitale Raqqa. Mais une proche de djihadistes continue à faire résistance à l'est du pays. Et le coup d'envoi est donné par Adjaratou Penda Diallo Gueye pour recevoir sur ce plateau Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Football, pour démarrer, on connaît l'affiche des demi-finales de la Coupe du Parlement 2017. Oui, effectivement, c'était ce matin à l'Assemblée nationale où l'on a procédé au tirage au sort de la Coupe du Parlement. Cette année-ci, il y aura 4 équipes, donc les demi-finales. Vous, voilà, devant votre petit écran, vendredi au stade Alassane Djigo, il y aura Mbour Petite Côte qui va jouer contre Keur Madior. Ces deux clubs de Mbour et l'autre club de Mbour va jouer contre le champion en titre Génération Foot. Stade de Bourg, Génération Foot, voilà l'affiche donc de ces demi-finales de la Coupe du Parlement. La finale est prévue dimanche au stade Alassane Djigo de Pikine. Puis en Europe, n'est-ce pas, place au match de coupe en France et en Angleterre. Et on commence en France, oui c'est vrai. On est là, en France, en Espagne et en Angleterre. Et aussi en Allemagne, on joue les matchs de coupe ce mardi et demain mercredi. Regardez, ça c'est en Angleterre où on a 3 matchs importants. Regardez, Swansea va jouer contre Manchester United. Les deux clubs reviennent d'une défaite ce week-end et ces deux clubs veulent tout simplement gagner cette coupe, cette cup, 4e tour. Arsenal, oui, qui marche fort, qui revient en course, va jouer contre Norwich City, un club de 2e division anglaise. Et le Manchester City, le leader de la Premier League, va jouer contre Wolverhampton. Ce club c'est l'ancien club de Henri Camara qui évolue cette fois-ci en 2e division anglaise. Et voilà, donc la suite c'est pour demain. Et donc voilà les 3 rencontres de cette la Cup, hein, c'est la Cup, c'est pas la, donc c'est la Coupe de la Ligue, la Cup. Voilà. Maintenant en France, regardez, France, il y a 2 matchs de la Coupe de la Ligue aujourd'hui. Lorient, donc comme vous le voyez, Lorient va jouer contre Caen et Guingamp va jouer contre Montpellier. Pourquoi? Parce que ça concerne 2 Sénégalais. Lorient, Zarko Touré, qui n'est pas appelé par Aliou Cissé, qui reçoit Caen. Et Guingamp de Moustapha Diallo va jouer contre Montpellier de Souleymane Camara, l'ancien Lion de 2002. Et voilà. Parlons Navetana Seyou, la finale départementale a vécu. Oui, l'ASC Yarang a remporté la finale départementale de Goudomp en battant l'ASC Niafor 5 tirs au but à 2, temps réglementaire 0-0, un match âprement disputé par les 2 équipes devant leurs supporters. Reportage signé Lamine Bayou. Cette affiche marque la fin des phases départementales à Goudomp, mettant aux prises les ASC que sont Niafor, vêtus en bleu-vert, opposés à celle de Yaran en bleu-blanc, organisée à Djibanar. Dès l'entrée en jeu, les 2 formations ont affiché les ambitions. Chacune d'elles a voulu ramener le trophée chez elle et étreiner le titre de championne départementale pendant toute l'année. Pour ce faire, à travers les actions, on sent l'engagement des uns et des autres. Par l'agressivité, les tentatives, mais également les parades des gardiens de but qui ont aussi joué leur partition. Sous ce climat, le score demeure inchangé jusqu'à la fin, obligeant les 2 formations à aller à l'épreuve fatidique des tirs au but qui donne la victoire à Yaran 5-2. Vu l'obscurité, cette partie n'a pu être filmée. La jeunesse départementale demande et exige, et dans les plus brefs délais, un stade départemental de ce nom, un stade omnisport au niveau de Goudomp. Je crois que je sais là. Vous voyez, dans tout ce public que nous avons, et nous jouons sans sécurité. Donc c'est un peu difficile. Une véritable fête du football, un véritable rassemblement autour de cette jeunesse. Et je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là, vous-même, vous avez constaté que vraiment c'est la jeunesse qui est honorée. C'est le département qui est en train de fêter sa jeunesse. Et nous sommes vraiment fiers
satisfaits et prions pour que de pareils événements puissent vraiment se reproduire. D'ailleurs, dans la région de Sédhiou, on note une avancée notoire dans la culture de la non-violence dans l'ère de jeu. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. N'a pas encore de stade ni de terrain fonctionnel. Vous l'avez constaté de vous-même. Hein? Oui, c'est lamentable, oui, c'est vrai. Et c'est à l'intérieur du pays où on joue dans les champs de manioc et de patates. C'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane Gomis, pour ces infosports. Place maintenant à la dernière partie, donc la revue de la presse avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Menace terroriste sur le Sénégal, la police alimente la peur, indique Walf Quotidien sur l'interpellation d'un suspect malien à Rosso. Mes confrères soulignent, la police confirme et en rajoute à la peur. La police judiciaire confirme l'arrestation du suspect de Rosso le 20 octobre dernier et donne les détails de l'interpellation de ce malien en provenance de la Mauritanie avec un faux permis de conduire, ce 72 heures après le communiqué de l'ambassade des États-Unis. Mohamed Aga M est un ressortissant malien et son arrestation a été l'œuvre d'éléments de la direction de la police de l'air et des frontières dans le cadre de l'exercice de sa mission de sécurisation des frontières. Au moment de son arrestation, le citoyen malien ne détenait pas par-devers lui qu'un passeport, une carte d'identité consulaire et un permis de conduire malien. Aucune arme de quelque nature que ce soit n'a été trouvée sur lui. Mais cette sortie de la police nationale, qui a toutes les allures d'un service après-vente, intervient 72 heures après le communiqué de l'ambassade des États-Unis qui alertait ses citoyens sur l'existence de menaces terroristes. De quoi en rajouter à la peur ambiante, et cela n'a pas été sans dommage. Sur l'économie par exemple, renseigne le Témoin, l'alerte US a créé des effets collatéraux, notamment des centaines de nuitées annulées dans les hôtels, une réunion des Nations Unies reportée sine die et le forum sur la paix et la sécurité menacée. Parlons de ces accusations de faire un deal avec Talla Sylla. Le journal rapporte que les maires des communes de Thiès démentent et réaffirment leur soutien à Idi. Pape Bassirou Diop, Lamine Diallo et Aliou Sow déclarent que le retrouvaille avec Talla Sylla ne procède pas d'un deal. Ils travaillent pour répondre aux problématiques qui sont au niveau de Thiès, mais nous avons un parti. C'est Rewmi et notre président Idrissa Seck est notre candidat pour la présidentielle de 2019, se défendent-ils. Mais ce n'est pas tout. Les maires réumistes reviennent dans le quotidien pour se décharger. S'il fallait aller sur Mars pour attirer les investisseurs et trouver des solutions aux problèmes des Thiessois, nous n'hésiterons pas. Dixit Lamine Diallo, le maire de la commune Nord, qui précise qu'il ne peut y avoir un deal entre eux et Talla Sylla, puisque ce dernier a pris son chemin. Ils ont choisi la dignité, la loyauté et la fidélité envers le président Idrissa Seck qui, d'ailleurs, souligne le journal, avait déclaré dans l'Observateur du vendredi 20 octobre qu'il trouvait inadmissible et répugnant de discuter avec un traître. Talla Sylla livre sa version des faits, informe l'AS sur les supposées rencontres secrètes de Paris. L'édile de Thiès, qui explique les raisons qui l'ont conduit à rencontrer ses maires à 2 reprises à Paris, soutient que la cérémonie de levée des couleurs était initiée pour permettre aux maires des communes de Thiès et celui de la ville d'avoir des canaux d'échange autour des problèmes de la ville, mais des obstacles ont fait capoter cette dynamique. Une rencontre a été initiée une fois autour de Idrissa Seck. Après les élections, il y en a eu d'autres au domicile de Pape Bassirou Diop, maire de Thiès-Est, et cette mission à Paris qui les a réunis. Nous n'avons pas parlé politique, ce n'était même pas l'ordre du jour. Les discussions ont tourné autour de la nécessité de voir ensemble comment rendre la ville de Thiès propre, mettre un cadre de mutualisation des efforts de développement local, et des points d'accord ont été scellés autour de la nécessité de l'intervention des camions de la ville pour ramasser les ordures au niveau des points noirs qui ceinturent le marché, dont la gestion n'entre pas dans les compétences de la ville. Mais cette rencontre suspicieuse, selon nos confrères de Zoom Info, qui s'est déroulée sur la scène en France entre Talla Sylla et les 3 maires de Rewmi, livre une odeur de deal foncier à Thiès. C'est pourquoi Rewmi accuse, Pascal Dione récuse. Le journal qui révèle sur certains termes du deal parle d'un budget 2018 pour Talla Sylla et un enrichissement pour les maires avant la fin de leur mandat. Seulement, soulignent mes confrères toujours, lors d'un point de presse initié par des jeunes réumistes, le nom de Babacar Pascal Dione, coordonnateur du mouvement Dolil Maki, avait été cité. Une situation qui pousse certains de ses partisans à laver l'affront.
Selon l'un d'entre eux, Moussa Gueye, conseiller départemental, Babacar Pascal John n'a jamais tenu de rencontre avec ses maires de Thiès, si ce n'est la réunion à laquelle il a été dûment convié, au même titre que les chefs de service technique par le maire de Thiès-Ouest dans sa mairie. Les réumistes ont un problème interne. Ils n'ont qu'à le régler au sein de leur parti. Martel Moussa Gueye. Passons aux alliés qui scrutent Benno. Sud Quotidien qui donne l'information parle de 5 ans de compagnonnage mitigé dans la coalition présidentielle. Zator Mbaye, ancien député de l'AFP, déclare que le bilan ne saurait être assimilable à un nombre arithmétique de postes de responsabilité. Zahra Iyane Thiam, ministre conseiller de la paix, enchaîne. Au sortir de 5 ans de compagnonnage, il serait bon de s'arrêter et de revoir le fonctionnement de notre coalition. Dr Mélian Mendy, porte-parole du RSD section Ziguinchor, de conclure: depuis 2012, nous partons ensemble, nous gagnons ensemble, mais nous ne gouvernons pas ensemble. Réumi Quotidien, quant à lui, ouvrant sur le Aliou Sall bashing, s'interroge pourquoi tant de haine. Dakar Times enchaîne avec des interrogations sur les 625 milliards de rebonds. Mamadou Abdoulaye Sow, ancien ministre du budget, dans une interview exclusive avec le journal, lève un coin du voile. Prenons enquête dans sa parution du jour. Le journal renseignant sur la concession et distribution de l'eau au Sénégal affiche la guerre franco-française. Après plus de 20 ans de règne sans partage, la SDE a été contrainte de remettre son gâteau en compétition. Suez et Veolia dans la bataille, mais au final, c'est toujours la France qui gagne. 24 heures s'interroge à son tour si Macky Sall demandera des comptes à Mohamed VI, faisant allusion aux banques marocaines où c'est le blanchiment de l'argent du hashish, d'après Abdelkader Messaël, le chef de la diplomatie algérienne. Parlons du foncier avec Vox Populi. Le journal qui livre l'occupation anarchique du littoral malgré les injonctions du chef de l'État affiche bordel sur la corniche ouest, le lit du mal. Carnage et tong-tong du littoral, la descos catégorique du Cap Manuel à l'hôtel des Almadies. Il n'y a pas un seul chantier qui n'est pas en règle. Pendant ce temps, Direct Info, rebondissant sur la radio en panne depuis 1 an, souligne la sainte agonie du centre de santé de Darou-Mousty et le faux bond de Diouf Sarr au Khalif. Le quotidien national enchaîne avec le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du centre et annonce le Premier ministre pour une action urgente contre le fléau. Le Soleil révèle aussi que 156 milliards de francs CFA seront alloués à 123 communes comme appui aux collectivités locales. Parlons toujours argent, les Échos livrent Bougane Gueye Dany qui fait étalage de son immense richesse. Il déclare d'un salaire de 10 000 francs en 1997, je suis à la tête d'une holding de 400 milliards. Moment choisi par l'Observateur pour annoncer le retour impérial de You qui est rentré du Japon hier nuit. L'artiste confie: avec de la volonté et du travail, rien n'est impossible. Libération qui évoque le rachat de Tigo affiche à sa une: Wari met la pression sur Millicom. Enchaînant avec les sports, Stade, le quotidien du sport, affiche à sa une mondial 2018 poste latéral gauche. Cissé peut-il compter sur Pape Ndiaye Souaré, s'interroge le journal au moment où le quotidien des arènes sénégalaises parle de Matarba, ministre des Sports, disputé Modlo contre l'Ac 2 et passé à autre chose. Le ministre qui confie: c'est le promoteur qui doit fixer une date. On ne va pas laisser Pape Abdou tomber et sombrer. On n'est pas là pour donner de l'argent à des promoteurs privés. L'arène nationale inaugurée en juillet est donnée à la lutte en août. Bonne lecture. Ramatoulaye Sarr, merci. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Un grand merci également à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.